livre. Alors, il y a un pont et il y a un lien, c'est que ça se passe sur un bateau. Le bateau qui allait à Lipari, ici, vous allez aussi retrouver En mal de mer de Sylvie Cohen, qui a la chance, on a la chance de l'avoir avec nous. Et j'aimerais que vous compreniez que plus tard, elle dédicacera ses livres, car elle est la gagnante du prix. Let's Kragen. Pour vous présenter Sylvie Cohen, ceux qui ne la connaissent pas, moi je la connais un peu, mais par l'intermédiaire de son compagnon de navigateur. Sylvie Cohen, à la base, elle est méditerranéenne. Hein. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? En fait, c'est qu'à 5 ans, elle et sa famille sont expulsés d'Égypte, hein, au moment de la guerre du canal de Suez. Et elle vient ici quand elle a 5 ans. En fait, les Cohen sont juifs depuis le XVIIe siècle. Ils doivent partir. Le père est avocat, il emmène tout le monde à Lausanne. Un voyage sans retour. Elle sera ensuite photographe, puis journaliste. Et quelques années plus tard, elle achètera avec son compagnon un bateau. C'est très raccourci hein, comme biographie de Sylvie Cohen. Un bateau appelé Chamad, dans lequel c'est pas seulement partir en voilier. Son mari journaliste également à la radio suisse romande. Et en fait, le but de ce bateau, c'est aussi partir avec un objectif. Un des premiers voyages, ils feront des voyages avec des gens qui sont transplantés d'un cœur, du rein, d'un poumon, et ils iront dans des terres même insolites et interdites visiter d'autres greffés. Ainsi, d'autres voyages se feront toujours avec des buts culturels, artistiques ou, disons, médicaux ou en tout cas d'intérêt public. Et puis, ils devront se séparer de ce bateau triste. Rester à bord, Sylvie Cohen se dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et elle décide d'écrire ce livre qu'elle mettra 3 ans à écrire, en enlevant des choses, mais elle l'écrira à terre, sur terre ferme. Et ça part d'une histoire qu'on lui avait racontée un jour dans un port, ça ne me rappelait pas lequel, je ne m'en rappelle plus. Un homme, un franco-suisse, un suisse-japonais, je ne sais pas quoi, un navigateur suisse lui a raconté qu'il vivait à bord de son bateau avec un gamin qu'il avait eu avec une japonaise. Voilà, c'est un point de départ. Et elle s'était imaginée, mais comment vit ce gamin à bord de ce bateau? Comment vit ce gamin à bord de ce bateau? Eh bien, en fait, il faut que vous allez très vite le découvrir dans les extraits que je vais vous citer. Ce livre est dédié à Marc, mon compagnon de vie et d'océan, et il est dédié à toutes les rencontres improbables qui naissent et se noient dans la mer. Et ce n'est pas faux de dire ça, parce que il est vrai qu'elle part de la base que ce roman est dédié à des rencontres, parce que c'est sa façon de voir la mer et de la sentir, la fascination, l'angoisse de moments qu'on vit, et en fait les gens qu'on rencontre et qui comprennent un peu cette façon qu'on a de pourquoi on navigue, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on trouve. Vous voyez, il y a un point commun avec le livre de Serge Bimpage. C'est très cash dès le départ. Le gamin s'appelle Kaito, d'accord? Et il voyage avec son papa, Jack, un Yankee, très colérique, très désagréable, très méchant, très vraiment tête de mule. Et la mère, on ne sait pas où elle est, mais le gamin rêve de la rencontrer. En mal de mer. C'est fantastique, ce voyage. J'ai envie de dire que ce livre, c'est un peu comment on survit pour... comment quand on est de parents séparés et aux antipodes, un gamin peut se construire. Et vous verrez pourquoi ils sont séparés aux antipodes. La maman est japonaise. Le livre démarre très vite, on le comprend. Il y a une tempête terrible et le père meurt. Donc le gamin est seul à bord. Et voici le premier passage. C'est pas le début. Au fond, vivant ou mort, Jacques lui a toujours fait peur. À cet instant précis, le gamin ne ressent ni douleur, ni tristesse, ni désespoir, mais une sourde colère monte en lui. Toute la colère qu'il a accumulée depuis des années contre son père, Jacques, le baroudeur des mers, le capitaine de sa vie, qui vient lâchement d'abandonner le navire et son moussaillon en pleine tempête. La météo l'avait pourtant annoncé, cette tempête. Jack l'avait vu arriver, tout en bas à gauche sur l'ordinateur de bord, une zone rouge de colère qui remontait sur l'écran. Le lendemain déjà, les isobars ondulantes s'étaient muées en cercles concentriques hérissés de flèches violacées qui se déplaçaient en tournant vers l'icône du bateau. Jacques scrutait en jurant l'oracle des météorologues. « C'est quoi cette merde?
Il devait passer plus au sud, ce foutu typhon. Il va certainement passer plus au sud. Mais s'il continue comme ça, on va tout de même s'en prendre plein la gueule. Kaito le revoit, ses lunettes sur le nez, pestant contre la tempête, calculant à haute voix les probabilités d'y échapper, évaluant les possibilités de changer de cap en prenant la fuite, insultant ce putain de typhon, ce fumier de vent qui lui avait déjà fait prendre 3 riz et rentrer le génois, cette houle de merde qui déferlait et ce connard d'ordinateur qui ne lui montrait pas ce qu'il avait envie de voir. T'aurais mieux fait de prier au lieu de jurer, Dad. Peut-être que Dieu t'aura entendu. Il t'aurait envoyé le typhon beaucoup plus au sud. En fait, c'est ta faute. Tu n'as pas bien lu la carte. Tout est de ta faute. Kaito tente de reconstituer ce qui s'est passé. Le fracas au-dessus de leur tête et Jack qui s'élance en criant « Je monte boire !» Pourquoi t'es monté? T'aurais pas dû. T'aurais dû rester avec moi. La colère cède la place à l'angoisse. Si seulement il possédait les pouvoirs surnaturels des héros de manga pour mater la tempête. Si seulement il pouvait empêcher le bateau de rouler et aussi s'arrêter de trembler. De l'eau continue à perler de ses cheveux. Elle a le goût salé de ses larmes et ses larmes ont le goût de la mer qui monte en lui. Il a envie de vomir. Il essaie de se retenir. Le mal de mer, c'est dans la tête. Un vrai marin ne vomit pas. Hein, que tu dis, Dad? Sauf que moi, je suis pas un vrai marin. Je suis pas comme toi. Je déteste la mer. Ce gamin est seul. Il va dériver. Donc son père s'est pris un coup de baume sur la tronche, vous avez compris. Alors, pour ceux qui savent naviguer, vous verrez, c'est extraordinaire, on comprend qu'elle s'y connaît en bateau. Ça vague, ça vigue, on voit tout, le cockpit, là. Au revoir. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas, vous apprendrez plein de termes, mais tout est toujours très bien expliqué, donc c'est génial, on embarque. Alors, le père s'est pris un mât, il est ensanglanté, il a explosé sa tête. Le gamin se retrouve seul à bord avec lui. Il va le tirer et il va très vite chercher comment faire, rallumer l'ordinateur de bord et surtout il va pouvoir trouver le téléphone portable. Vous verrez, ça a son importance. Il est un peu malade, le gamin. Il est choqué. Soudain, Jack se dresse devant lui. Il est là, debout sur ses jambes. Il regarde avec ses petits yeux incrustés autour de son long nez. Il est tout rouge, de colère ou de sang? Qui sait? Sans doute le sang, car une lueur de tendresse traverse son regard et dit « Désolé, mon fils, je t'ai mis dans une sacrée gonfle. Je suis mort, je ne l'ai pas fait exprès, je te jure. La mer m'a pris. Ça devait bien m'arriver un jour. Je n'aurais jamais dû t'emmener dans mes convoyages. Mais je voulais faire de toi un grand marin. Je voulais que tu sois comme moi, un grand marin, que tu t'éclates en naviguant et que tu aimes la mer autant que je l'ai aimée. Je pensais que tu apprendrais à la connaître, à l'apprivoiser sans trop craindre ses colères. Mais voilà, c'est fini. Pardonne-moi, mon fils. Je ne voulais pas te laisser dans le pétrin, mais je sais que tu vas t'en sortir. Avec tout ce que je t'ai appris, tu es déjà un sacré matelot. Au fil du livre, c'est extraordinaire parce que ça va, ça vient, ça tangue. Le gamin va commencer à raconter, bien sûr, qu'il déteste son père, qu'il est toujours en train de convoiter, de retrouver sa mère, dont il sait très peu de choses, juste qu'elle est danseuse. Et on a un flashback et on voit que ce gamin a été quelques jours avec sa maman, en tout cas un week-end très important. Et puis, que va-t-il se passer dans ce voyage initiatique, Alors, la fin, je vous la laisserai découvrir. D'ailleurs, il y a 3 points de suspension, libre à chacun de penser. Mais le tiraillement de ce gosse, il raconte comment... Alors, de temps en temps, ils sont à terre, et il va à l'école. À l'école, il n'est pas très, très bien vu. Vous comprenez? Il est déjà un petit peu, on va dire... comment ça s'appelle? Gaijin. Mais c'est surtout, comment ça s'appelle quand les gamins sont horribles avec un autre? Du harcèlement. Et ils lui disent, toi, t'es un fils d'étranger, toi, t'es machin, t'es un... Voilà. Et ce gamin, il n'a pas de refuge à l'école, il n'a pas d'amis. Sauf qu'à un moment donné, son père qui lui donne de l'argent de poche, il va un jour s'acheter un ami. Il lui donne de l'argent pour que ce gamin vienne passer 2 heures avec lui. Et quand le père va découvrir que la tirelire est vide, il va s'en prendre une, mais bien redoutable. Et là, ce gamin va se sauver.
Mais il se sauve, mais pour aller où? Il a juste son vélo, il a juste ses pleurs. Tout au long de ce récit, quand il est seul avec le père mort, il va essayer de trouver des souvenirs, des gestes de marin. Et quand il arrivera enfin à être délivré, parce que ça va être horrible, le bateau coule, enfin bon, il va être délivré par des gardes côtiers. Et là, peut-être qu'il a une chance de retrouver sa mère. En attendant, je vais quand même vous lire encore un petit passage du journal de bord qu'il trouve de son père. Les mains tâtonnent pour happer un coussin qu'il cale sous sa tête pour s'allonger plus confortablement. Puis elles partent à la pêche du journal de bord. Sainte Bible de tous les capitaines. S'y trouvent consignés jour après jour la position du bateau, la force et la direction du vent, les prises de riz, les riz de la voile, hein, et autres manœuvres effectuées. Avant l'Apocalypse, bien sûr, car le récit du journal de bord n'a jamais rien de prophétique. Pour Kaito, qui feuillette le cahier machinalement, ce serait plutôt une sorte de testament. Le testament de Jack. Tu parles d'un héritage. T'avais rien de mieux à me laisser. Cette fois, la réponse ne se fait pas attendre. C'est son pied gauche qui la lui apporte. Recroquevillé dans sa grosse chaussette, il vient de rencontrer un objet inerte non identifié. Le smartphone de Jacques est débusqué. Pendant la tempête, il était allé se planquer entre le coussin et le dossier de la banquette. Sage précaution qui lui a évité une obsolescence précoce non programmée. Quand Kaito s'en saisit, il s'allume sans rechigner pour lui envoyer PAN dans la rétine, une paire de seins dodus qui occupe une bonne partie de l'écran de veille. Tiens, là la pute, je l'avais oublié celle-là. Qu'est-ce qu'elle fout encore sur ton portable? Je croyais que tu l'avais larguée, Dad. La pute en question était une Philippine un peu éthérée. Une de ces nymphettes en tongs, corps et yeux de gazelle, avec de longs cheveux noirs tombant sur des shorts très shorts. C'est ainsi que, parée de son moule fesse, elle était apparue à Jacques sur le site de rencontre où il cherchait une compagne, une nouvelle maman pour toi, disait-il à Kaito. Et cette paire de miches appétissantes qu'il avait brandie 2 ans auparavant devant les yeux ahuris de son préado. Elle est mignonne, non? C'est ma fiancée. On va bientôt se marier, comme ça tu auras une maman qui vivra avec nous, une maman qui prendra soin de toi et aussi de moi et qui nous fera la cuisine. En fixant l'image de la mère à laquelle il avait échappé, Kaito se raidit. Il a honte de cette ondulation qui vient de lui traverser le bas-ventre. Il lui semblait avoir ressenti la même chose la première fois que Jack lui avait présenté sa fiancée virtuelle. À l'époque, son trouble avait viré très vite au courroux. « T'es malade ou quoi? C'est qui cette nana? Elle sort d'où? Je sais que vous fricotez sur le net, mais tu l'as jamais vue en vrai? Et tu veux qu'elle soit ma maman? Tu crois que 2 nichons, ça suffit pour faire une maman? C'est pas une maman, cette nana, c'est une pute. Et d'abord, quel âge elle a? Pardon. J'ai pas besoin d'une grande sœur et encore moins d'une mère. J'en ai une, moi, de mère. Elle s'appelle Maiko, et je n'en veux pas d'autre. Jacques avait vite éteint son portable. Il ne s'attendait pas à pareille réaction. Par la suite, il n'avait plus trop parlé de sa fiancée, des Philippines, devant Kaito. Il faisait comme si elle n'existait pas, mais dans son dos, il continuait à lui faire des mamours sur la toile. Tu crois que je t'entendais pas skyper avec elle la nuit, que je te voyais parluquer les photos qu'elle t'envoyait? Elle voulait venir au Japon. Elle te tannait pour que tu lui envoies un billet d'avion. Sauf qu'au Japon, selon Keiji, les Philippins, on n'en veut pas. Les Coréens, les Chinois, les Indonésiens non plus. Plus de gaijin ici. Je m'étais dit, cool, elle va pas débouler de sitôt, la nana. Effectivement, la fiancée philippine n'avait jamais mis une tongue au Japon. Et c'est Jack qui avait fini par s'envoler vers Manille pour tâter de plus près les qualités de sa future épouse. Kaito était resté sans voix lorsque son père l'avait informé de son voyage. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Rien. Quand Jacques prenait une décision, c'était sans appel. Il fallait encaisser et purger la peine. Vous vous demandez tous, mais quand est-ce qu'elle va lire un extrait de la maman? Hein? Eh bien, je vais pas vous laisser ce plaisir, car c'est important que vous mainteniez le suspense. Simplement, sachez que quand est-ce qu'il va aller passer un week-end avec sa mère, c'est que c'est à un moment donné de vacances, et là, comme le gamin a fugué, le papa, il voit bien
qu'il a besoin d'une mère, et il téléphone à la mère pour lui dire tu la prends. Ça va être un week-end extraordinaire et à la fois désarmant, parce que Kaito va se retrouver avec une maman si vite enlevée. Et il va la retrouver quand il va être sauvé par les gens du bateau. Barbe à maman s'appelle ce paragraphe. Boum! L'impact résonne au fond du bateau comme une déflagration. Kaito sursaute. Quelque chose vient de heurter la coque. Il bondit dans le cockpit, juste à temps pour apercevoir une grosse bille de bois rebondir à la surface de l'eau et s'enfuir vers le large. Il la suit des yeux aussi loin qu'il peut la voir voguer sur les vaguelettes qui se trémoussent à l'infini. Jusqu'où vont-elles l'entraîner? C'est loin, le rivage sur lequel elle ira s'échouer. Le bateau en dérivant pourrait-il se glisser dans son sillage? Et puis, d'où vient-il ce tronc coupé? En route pour les Aléoutiennes, Jacques lui avait dit. Là-bas, il n'y a que de la toundra, pas d'arbres du tout. Ces îles sont chauves, puisqu'on a dit que les arbres sont les cheveux de la terre. Poil derrière. Nulle ton histoire de cheveux, Dad. C'est peut-être un tronc russe qui vient du Kamtchatka, songe Kaito, pour qui le nom de Kamtchatka n'évoque rien d'autre qu'un bout de monde aussi paumé que lui sur le coin d'océan. Le bois vagabond s'en est allé flotter plus loin. Le soleil est parvenu à crever les cumulus foubis qui se bousculent dans le ciel. L'océan à perte de vue se met à pétiller. Ébloui, Kaito met sa main en visière pour suivre la galopade des nuages au-dessus de l'horizon. Il regarde leur dérive et s'oublie un instant dans le spectacle de leur morphine perpétuelle. Il dessine des loups qui deviennent crocodiles, transforme les oiseaux en bêtes à cornes, les bêtes à cornes en visages humains et les visages humains en monstres menaçants ou en champignons atomiques. Kaito s'égare dans ce ciel bourgeonnant. Il a envie de se lever dans un de ces gigantesques flocons de ouate en suspension qu'il imagine moelleux et goûteux comme une barbe à papa. Il aimerait bien en attraper un lambeau et l'enfourner dans sa bouche pour le sentir fondre et se dissoudre sans laisser d'autres traces qu'un goût sucré. Comme lorsqu'il avait goûté une barbe à papa avec Maïko, la première et la dernière fois qu'elle s'était pointée à la sortie de l'école. Parfaitement. Elle était venue chercher à l'école. Pour de vrai. 2 semaines étaient passées depuis le typhon et sa fugue avortée. Cette mésaventure, comme l'histoire du racket de Keiji, avait profondément troublé Jack. Au lendemain de son piteux retour sur Bimini, Kaito l'avait surpris en train de marcher de long en large sur le ponton, son portable à l'oreille. Il avait réussi à capter quelques bribes d'un drôle de monologue. Écoute, écoute, bon sang, je te pardonne, je te pardonne, ce n'est pas de ta faute, mais il faut que tu viennes le chercher, quoi. Il a besoin de toi. Allez, passe le voir au moins. Un week-end, il a besoin de sa mère, ce gamin. Suivant l'exemple des 3 signes de la sagesse, Kaito avait fait semblant de ne rien entendre, de ne rien voir et de taire son impatience. Les jours passaient monotones, l'école, la piscine, le bateau, la pluie de saison et bientôt les vacances. Une pause annuelle qu'il attendait avec un mélange d'impatience et d'appréhension. Il irait sans doute en camp comme d'habitude ou passerait le reste de l'été à traîner sur son vélo à proximité de la marina. Mais quand allait-elle donc venir le chercher? Demain? Après-demain? Chaque jour qu'il attendait avec un faux détachement de ceux qui craignent trop de désillusions. Et si elle ne venait pas? Alors elle est venue, mais elle l'a très vite remis de nouveau dans un avion pour qu'il retrouve son père. Elle va retrouver sa maman et surtout, il va se retrouver lui. Parce qu'en fait, dans le fil du roman, c'est pas le père qui était le vrai salaud, parce que la mère n'était qu'un idéal. Le mal de mer, ce gamin ne va plus l'avoir parce qu'il retourne sur son bateau et on comprend que la transmission du père, donc le père présent, lui aura transmis les gestes de navigateur. Certains diront qu'il part en mer tout seul, qu'il est fou, qu'il est trop jeune, que peut-être c'est pour rejoindre son père, peut-être rejoindre l'horizon, peut-être, ou au contraire, pour être un excellent navigateur, ce que son père lui avait proposé. Voilà, une superbe écriture, beaucoup de mots en japonais, mais ils sont tous traduits, vous inquiétez pas. C'est quelque chose de... On est emporté, c'est une écriture de houle, c'est hallucinant. Et puis alors, le mal de mer, on le ressent
on le ressent dans les émotions, ça nous prend aux tripes, cette envie de vomir, comme quand un bateau tangue, mais comme quand ce gamin désespéré a besoin de sa mère, qui, elle aussi, elle doit se démerder, elle n'est pas si cruelle, mais c'est quand même difficile. Donc je pense que c'est un livre sur la construction de son identité, et que peut-être ça fait réfléchir. Les enfants ont besoin des deux parents pour se développer. Voilà, merci à Sylvie Cohen.